dit souvent, les jeunes sont l'avenir de la planète, ça devient peut-être même un cliché, mais c'est pourtant un constat sociologique et démographique inéluctable. Alors, parce qu'on ne voulait pas que parler des jeunes et qu'on voulait vraiment leur donner la parole, se joindront à nous Mme Natalia Torres Orozco et M. Alexandre Gubert-Lett, que j'invite, et dont la participation a été rendue possible grâce aux Offices Jeunesse internationaux du Québec, Logique. Alors, bonjour Natalia, bonjour Alexandre. Je vais vous présenter. Alors, Natalia Torres Orozco est avocate de formation à l'Université des Andes en Colombie et maître en droit international et politique internationale appliquée à l'Université de Sherbrooke au Canada. Elle travaille actuellement comme professionnelle de recherche et en tant que chargée de projet au Centre interdisciplinaire de développement international en santé de l'Université de Sherbrooke et elle détient en ce sens une expertise en énergie solaire, télésanté, protection sociale pour transformer la santé communautaire au Mali. Elle a été panéliste dans le cadre d'une table ronde sur la thématique des mécanismes de perte et préjudice dans le cadre de la programmation Dialogue pour le climat. Et, nouvelle de dernière heure, ce matin, elle a été également désignée la déléguée jeunesse de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI, au Forum social mondial 2022 qui se tiendra à Mexico. Bonjour Natalia. Bonjour tout le monde, super contente d'être ici et partager avec vous. Merci beaucoup. Et maintenant, Alexandre Gubert-Lett est journaliste et militant écologiste sénégalais, passionné par le militantisme associatif et l'éducation populaire. Lauréat du programme Connexion citoyenne initié par la CFI en 2017, il dirige aujourd'hui l'organisation Teranga Lab, la fabrique citoyenne et écologique implantée dans la banlieue de Dakar. Son association Teranga Lab développe plusieurs projets de gouvernance écologique dans les écoles au Sénégal et contribue à l'éducation environnementale des élèves à travers des activités parascolaires. Alexandre est également coordonnateur du consortium Green Team Sénégal, qui regroupe une vingtaine d'associations actives dans le secteur de l'environnement. Il travaille actuellement autour de l'initiative CAL Sénégal 21, donc Climate Action Ligi Ligi, un programme de mobilisation citoyenne autour de l'urgence climatique dans 3 grandes régions du Sénégal, Dakar, Ziguinchor et Saint-Louis. Alors, bienvenue à vous deux. Nous sommes très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui. Bonjour à tous, merci. C'est un plaisir pour moi de prendre part à ce dialogue. Merci beaucoup. Merci Alexandre, merci Natalia. Alors, d'entrée de jeu, vous avez entendu Cécile et Jean discuter du rôle, de la place de la jeunesse et j'aimerais beaucoup vous entendre comment se porte la jeunesse face à l'urgence climatique et comment se porte sa mobilisation après 2 ans de pandémie. Alors, Natalia, je vous passe le micro. Parfait, merci. Merci pour les interventions aussi précédentes. Ça nous a donné une bonne idée aussi de comment c'est la situation, puis pour mettre la table un peu pour nous. Donc, merci pour ça. Puis, je vais vous faire le pont aussi avec ce que M. Lemire vient juste de dire avant notre intervention, qui mentionne la justice sociale. Parce que justement, pour nous, les jeunes, j'ai constaté qu'en général, les mobilisations, on se fait pour le concept de justice climatique et pas nécessairement juste le climat en soi. Donc, toutes les injustices sociales qui découlent du système actuel de surproduction et qui reproduit aussi toutes sortes d'inégalités. Donc, pour nous, les jeunes, il est très important de voir les liens entre les différentes luttes actuelles. Donc, par exemple, la lutte contre le racisme, les luttes pour le respect des peuples des territoires autochtones et toutes les autres luttes qui prétendent plus d'égalité et d'accès aux services pour toutes les personnes. C'est ça, pour une grande portion des jeunes, toutes ces injustices sont liées et prennent racine dans ce système économique actuel qui bénéficie quelques personnes et qui porte préjudice sur une grande majorité. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de revendication de la jeunesse se reproduisent également par les pays du Sud qui réclament ce type de responsabilité historique par des pays qui ont été plus développés, qui normalement sont ceux qui ont plus contribué à la production des GES depuis l'industrialisation et qui en ont bénéficié largement. Donc, ce ne sont pas eux qui vivent les conséquences les plus graves des changements climatiques en ce moment, mais c'est justement, ça se vit plutôt au niveau dans les pays qui appartiennent
en général au sud global et qui sont les populations de ces pays qui subissent plus les effets des changements climatiques. Donc, c'est quelque chose de semblable se passe avec la jeunesse. Donc, même si, par exemple, au Québec, on n'est pas dans un territoire qui appartient au sud global, on pourrait dire, ce sont les jeunes qui avons le sentiment de subir un peu plus les conséquences des changements climatiques ou de devoir les subir dans un futur proche. Donc, c'est nous qui avons moins contribué historiquement. Puis, c'est pour ça que pour nous, c'est facile de faire ces liens entre cette justice climatique, on pourrait dire, puis adhérer aussi aux luttes des populations les plus vulnérables parce que nous savons que l'urgence climatique nous affecte déjà et agir, c'est une question de survie. Donc, pour nous, justement, les solutions qui doivent être apportées à cette crise climatique, ce n'est pas des initiatives en silo, travailler ensemble pour tous les enjeux autour de l'urgence climatique, proposer des pistes de solutions qui prendront en compte les systèmes sociaux et les mesures pour rendre la société plus résiliente, surtout dans un contexte où plusieurs crises s'interposent, comme maintenant. Donc, on pourrait dire que pour nous, il est essentiel de voir la crise climatique comme un enjeu intersectionnel qui nécessite des solutions qui prennent en compte des différentes conséquences sociales. Et c'est pour ça que je vois une mobilisation de la jeunesse en ce sens. Et je pourrais vous donner plus de détails, un peu comment on voit ces liens, je ne sais pas, migration, mais on pourrait l'aborder après. Tout à fait. Nous y reviendrons, tout à fait. Et vous, de votre côté, Alexandre, comment se porte la jeunesse face à l'urgence climatique du côté du Sénégal et comment se porte également sa mobilisation? Alors, du côté de Dakar, c'est beaucoup plus problématique. Oui, parce que la jeunesse, elle reste une grande partie à sensibiliser, à conscientiser sur les enjeux du réchauffement climatique, parce que ce n'est pas trop sa préoccupation première. C'est pas trop sa préoccupation première, tout simplement parce qu'il y a énormément de besoins qui ne sont pas encore assouvis. Et ce qui fait que le besoin d'avoir un environnement sain, parfois, est relégué à un second plan, même si il faut le reconnaître que la dégradation de l'environnement, ici, dans mon pays, au Sénégal, a fortement contribué à exacerber les crises économiques, parce que l'environnement est très connecté à l'activité primaire, qui est l'agriculture, et ce qui fait que c'est très problématique. Mais n'empêche, la société civile, elle se mobilise de plus en plus. Heureusement, on a une société civile de plus en plus jeune qui a décidé de s'engager pour sortir les thématiques écologiques de leur milieu élitiste et intime. Parce que jusque-là, cette thématique, elle a toujours été entretenue, entre guillemets, par des professionnels. Mais de plus en plus, on assiste à une popularisation de cette thématique environnementale et ça, moi, ça m'inspire quelque chose de très heureux pour le futur. C'est très rassurant pour le futur et c'est bénéfique pour tous les acteurs de la société civile comme moi, comme d'autres qui font partie des organisations et qui se battent chaque jour au quotidien pour la prise en compte de ces questions-là. Donc, il y a une appropriation par les jeunes du sujet. Là. Exactement. Vous sentez vraiment une appropriation par les jeunes de ces sujets-là. C'est pour cela, moi, avec mon organisation, nous sommes focus sur ces thématiques-là. On travaille beaucoup avec la population scolaire parce qu'on s'est dit que nos aînés, cette génération-là, c'est une génération qui est perdue. S'il faut sensibiliser les gens, s'il faut éveiller un esprit écologique, c'est vraiment au niveau de cette jeunesse-là, pour qu'ils ne puissent pas reproduire les mêmes canaux de développement que nos aînés. Voilà la situation actuellement au Sénégal et un peu partout dans la sous-région ouest africaine où la société civile est de plus en plus jeune. Elle essaie tant bien que mal de se mobiliser à travers plusieurs manifestations. On les voit souvent dans les COP. Ce n'est pas encore suffisant, c'est assez timide tout simplement parce que la jeunesse africaine est préoccupée par autre chose actuellement. Du côté de M. Lemire, donc du gouvernement du Québec, du côté de l'IFDD, justement, comment on fait pour peut-être mobiliser cette jeunesse-là qui a d'autres soucis tout aussi légitimes pour arriver à pouvoir revivre sa jeunesse et à atteindre ses objectifs de vie et de développement? Et
cette vision très macro que Natalia nous propose, hein, l'intersectionnelle version développement durable. Comment est-ce que c'est abordé dans vos institutions respectives? Cécile? Non, vas-y, Jean, j'avais déjà commencé la dernière fois. Après toi, si tu veux. Bon. En fait, j'aime beaucoup entendre ces témoignages parce que ça me montre que une des pistes incontournables de la solution demeure l'éducation. Et moi, je crois vraiment que quand nous serons, nous les vieux, mis de côté et que le pouvoir sera pris par ces jeunes, les valeurs fondamentales sont différentes. Et c'est là où on risque de voir vraiment du changement. Une société doit absolument investir dans sa jeunesse. En ce sens, le gouvernement du Québec, avec logique, essaie de créer des ponts. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Il faut être en mesure de leur donner une place autour de la table. Combien de fois dans nos négociations, dans nos conférences internationales, on parle des Autochtones, des jeunes et des femmes, et ils sont sous-représentés. Chaque, même parti politique devrait avoir une aile jeunesse qui fait partie des réunions parce que on le voit bien, dès qu'il arrive quelque chose dans l'actualité, évidemment, ce sont, je dirais, les gens des anciennes générations qui sont au pouvoir qui vont utiliser leurs réflexes pour trouver une solution au problème. Donc, il faut absolument être en mesure de donner beaucoup plus de place à cette jeunesse. Et je rejoins beaucoup ce que Alexandre disait. Moi, j'ai eu le privilège de parcourir la planète pendant plus de 25 ans. On a souvent tendance à penser, nous, qu'on représente la majorité, qu'on est la masse sur cette planète. Moi, ce que je voyais dans mes différents voyages à documenter les effets des changements climatiques et de la perte de biodiversité, c'est que la priorité pour les gens, pour les parents qui se lèvent le matin, c'est de trouver de la nourriture pour les enfants. C'était ça la priorité. Alors, même nous, quand on arrivait avec notre grand voilier et puis avec des messages environnementaux, c'était difficile d'aller les toucher parce que, encore une fois, le manque de justice sociale fait que les priorités sont souvent ailleurs. Et donc, il va falloir travailler vraiment avec les gens sur le terrain pour qu'on puisse être en mesure de les dégager des tâches qui correspondent à la majorité du temps qu'ils peuvent mettre sur... Parce que, d'abord et avant tout, c'est une question de s'alimenter, c'est une question de survie, quoi. Et donc, on arrive en espèce de prince riche qui voulons faire un peu la leçon. Ça ne fonctionnera pas. Il va falloir être en mesure de les écouter davantage et d'être en mesure de les impliquer davantage. Donc, ce que Alexandre disait, c'est tout à fait normal parce que ils ont d'autres priorités et ça devient extrêmement difficile de les engager. Or, on a besoin maintenant de tout le monde. Alors, un peu plus d'écoute risque d'être une bonne solution pour l'avenir. Plus d'écoute et une réelle place aux côtés de ceux qui prennent les décisions. Voilà. Cécile? Moi, je suis complètement en phase. En fait, c'est pas moi d'ailleurs, hein, mais globalement, la francophonie, comme je le disais, c'est 7 jeunes sur 10, enfin 7 personnes sur 10, ce sont des jeunes. Donc, globalement, ce que vous dites, c'est ce qu'on essaye c'est là où on essaye de répondre. Et comment on y répond? Justement, c'est ce que tu disais, Jean, à travers l'éducation. Quand on développe des formations et en l'occurrence, c'est un peu notre cœur de métier, comme je le disais en introduction. On pense aux jeunes de prime abord pour que ces formations soient certifiantes. Là, aujourd'hui, on développe typiquement 60 formations pour 60 métiers dans l'emploi vert de façon très, très concrète. On va ouvrir ces formations en 6 sessions
qui vont toucher à peu près 60 000 jeunes. On a vocation à aller plus loin, bien sûr, c'est un début, mais voilà, c'est déjà un premier jet. On a aussi d'autres formations pratiques aux activités agroécologiques, à tout ce qui est métier de l'environnement, à tout ce qui est activité aussi génératrice de revenus. Et là, on développe 4 formations pratiques qui sont organisées aussi en présentiel pour 200 jeunes et femmes praticiens par an pour soutenir un entrepreneuriat climatique rapide. Voilà, c'est deux volets que nous faisons en plus de l'outil Jeu Climat dont je parlais, sur lequel nous travaillons avec le soutien du Québec. Et tout ce qu'on peut faire avec l'Union européenne sur l'Afrique centrale et sur Haïti. L'IFDD et la francophonie, c'est un petit acteur, mais l'idée, c'est justement de répondre concrètement à cet enjeu essentiel que la jeunesse francophone nous a fait remonter. En gros, notre avenir, qu'est-ce que c'est ? Notre avenir, si vous voulez véritablement qu'on évite l'écueil du plus 6 ou 8 degrés, donnez-nous les moyens de développer nous-mêmes, d'être entrepreneurs verts, d'être des entrepreneurs durables, climatiques, ou donnez-nous les moyens peut-être de nous former justement à ces métiers du futur ou d'innover. Et c'est là-dessus que l'IFDD essaye de répondre, à vous répondre globalement, en développant ces formations et ces outils de façon à accompagner cet entrepreneuriat vert et ces innovations. Et Cécile, pour ceux qui nous écoutent, comment pouvons-nous nous inscrire à ces formations que l'IFDD offre? Sur le site de l'IFDD ou sur les réseaux sociaux, on communique assez largement. Il paraît qu'on n'est pas bon en communication, mais je vous promets, on va s'améliorer. Engager des jeunes. Justement, ça fait partie de la solution, je suis assez d'accord. Revenons à Natalia et Alexandre. On a parlé de justice climatique. Alexandre, c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Natalia, j'imagine aussi, puisqu'avec l'atelier auquel vous aviez participé, c'était dans cette lignée-là. J'aimerais ça vous entendre. Pour vous, qu'est-ce que ce serait cette justice climatique-là qui serait vraiment juste pour tous? Qui prend la parole en premier? Alexandre, allez-y. Votre micro est éteint, Alexandre. D'accord, d'accord. Et pour moi, la notion de justice climatique, elle s'inscrit dans un contexte qui est très particulier. Et il me plaît à rappeler ce contexte-là avant de rentrer même dans cette notion de justice climatique. Et ce contexte, c'est qu'en Afrique subsaharienne, la région où moi je me situe, les conséquences de la crise climatique sont ressenties par les populations les plus marginalisées de la société, en fait. Pour qui les dégâts environnementaux aggravent les inégalités économiques, parfois sociales, et qui sont présentes dans ces régions-là. Aujourd'hui, il y a une région au nord du Sénégal qui fait face à de la famine. C'est la région de Matam, où au minimum, on a 110 000 familles qui sont menacées par la sécurité alimentaire, par l'insécurité alimentaire. Et on est en 2022. Et tout ça, c'est dû au dérèglement climatique. Parce que l'Afrique émet seulement 4% des gaz à effet de serre, mais elle est soumise à plus de chocs que les autres continents. Et cette notion de justice climatique, elle pousse les populations à avoir la voix au chapitre pour dire aux décideurs, écoutez, nous ne produisons pas assez de gaz à effet de serre comme les autres pays du Nord et on subit de plein fouet ces effets du réchauffement climatique à travers plusieurs aspects. La hausse, la montée des eaux, l'érosion côtière, la salinisation des sols qui empêche l'agriculture. Mais en retour, ce serait intéressant de voir quel type de compensation on peut avoir à travers des mécanismes de financement de nos États. Pour nous, c'est important que les communautés qui sont impactées par cette notion, par le changement climatique, puissent avoir la voix au chapitre. On l'a démontré
au mois d'octobre dernier, 2021, pendant la COP à Glasgow, on a organisé une contre-COP des peuples francophones pour pousser les communautés à s'exprimer, à dire nous ne sommes pas d'accord de la manière dont cette notion de changement climatique elle est entretenue, entre guillemets, par les pays occidentaux. Alors que les communautés les plus impactées sont généralement des communautés qui sont au sud et qui sont laissées à elles-mêmes. C'est pour cela que nous jugeons très important d'animer énormément d'ateliers, de workshops sur les notions de justice climatique à l'intention de communautés qui sont fortement impactées par ces notions de changement climatique. Mais merci beaucoup, Alexandre. Vous avez bien raison de remettre les choses en perspective. Et ce que ça m'amène à penser comme concept en éthique, souvent on va dire que l'équité est une justice et une justesse plus précise que l'égalité. L'égalité est le même pour tous. Là, on est vraiment dans une recherche d'équité, alors ce dont chacun a besoin pour réussir à s'en sortir à la hauteur des défis que chacun a. Donc, on parlerait d'équité climatique même. Si vous me permettez de pousser un peu la réflexion sur cette piste. Oui, on peut parler d'équité climatique, mais nous aussi, on développe aussi un autre principe qui est le principe de la responsabilité. Le principe de la responsabilité, c'est un principe qui lie les générations présentes à celles futures. C'est important de bâtir ce principe de responsabilité pour que nous, notre génération actuelle, pour que nous puissions dialoguer avec les plus jeunes sur l'avenir de nos régions, de nos sociétés, de nos pays, voire de notre continent. Et c'est ainsi en bâtissant ce principe de la responsabilité qu'on va déléguer une forme de responsabilité aux plus jeunes. Et ça, nous le faisons de façon incessante à travers nos projets. Parfait. Du côté de Natalia, justice climatique, responsabilité climatique, est-ce que c'est des concepts avec lesquels vous pensez qu'on réussira à travailler pour vraiment faire entendre la voix des jeunes, comme le disait Jean, à côté de ceux qui prennent les décisions et non pas nécessairement que de l'autre côté de la porte? Exactement. Puis je pense que pas juste que c'est un concept pour lequel on arrivera, mais qu'il faut absolument intégrer ces concepts de justice climatique, comme j'avais parlé tout à l'heure, puis pour une justice qui fait en sorte que les populations qui sont déjà vulnérables ne soient pas encore plus vulnérabilisées à cause de cette inaction climatique. Et je dirais qu'il y a aussi ces concepts de la responsabilité historique, un peu comme parlait Alexandre, mais aussi la responsabilité historique de ces pays qui ont peut-être contribué un peu plus à cette réalité qui existe maintenant. Ce n'est pas pour blâmer, on recherche des solutions ensemble, mais qu'on voit, comme Alexandre le disait tantôt aussi, des populations qui subissent déjà les effets des changements climatiques, de l'urgence climatique. Et c'est ça qu'on appelle, par exemple, les pertes et préjudices. Vous avez mentionné, j'ai participé à différents travaux de recherche sur les pertes et préjudices. Et on voit, par exemple, un exemple super concret de ces effets de l'urgence climatique sur certaines populations vulnérables. C'est sur les personnes qui habitent dans des lieux qui sont propices aux sécheresses, aux feux de forêt, à tout autre type d'événements extrêmes, comme l'a mentionné Alexandre. Puis que finalement, elles doivent quitter de leur territoire pour survivre, pour aller ailleurs. C'est ça qu'on appelle, par exemple, les migrants climatiques, que j'ai vu d'ailleurs que quelqu'un avait posé la question sur ces sujets. Et j'ai fait aussi un travail de recherche lors de la maîtrise sur une revue francophone aussi, qui s'appelle les climatoscopes. Donc, si jamais vous voulez chercher un peu plus sur ces sujets de migration climatique, c'est très intéressant. Puis, on l'a abordé aussi sous un angle des pertes et préjudices. Donc, de voir comment ces personnes qui quittent leur lieu ont aussi des pertes de leur culture, de leur territoire, de leur savoir et de leur relation avec les territoires. On ne parle plus d'adaptation, mais on parle vraiment de comment on fait face à ce qui arrive déjà, à ces populations qui subissent déjà. C'est pour ça aussi que pour nous, par exemple, les concepts de cette justice climatique globale englobent des mesures, par exemple, pour les personnes immigrantes. Parce qu'on voit que maintenant, en 2020, un dernier rapport sur les déplacements des personnes nous indique que 2/3 des populations qui se sont déplacées étaient en raison des changements climatiques ou en raison des causes environnementales. Et ça, c'est comparé à un tiers qui l'est fait en raison des conflits. Pourtant, il y a déjà comme
juridiquement, par exemple, il y a déjà des protections pour ces personnes qui se déplacent à cause des conflits, mais il n'y a aucune protection encore très concrète pour ces personnes qui se déplacent à cause des changements climatiques. Donc ça, c'est pour moi un exemple très concret de comment les populations subissent déjà les effets des changements climatiques. C'est ça, et ça se passe demain, par exemple, quand on revendique les droits des premiers peuples sur leur territoire, quand nous voyons un lien très clair entre l'exploitation de ces territoires ancestraux depuis la colonisation et la crise climatique actuelle. Et c'est un peu ce qui se passe aussi, je dirais, dans les différents pays en développement. Donc, cette justice, c'est vraiment quelque chose qui se passe comme maintenant, puis qu'il faut qu'il englobe toutes les solutions qui ont cette perspective aussi de la partie sociale. Donc, je dirais que, par exemple, moi, une piste de réflexion pour moi, c'est réfléchir à ces indices de développement, par exemple, comme le PIB. Pour moi, on devrait aller au-delà de ça. C'est basé sur la croissance économique. Puis on ne devrait plus être dans cette perspective de croissance économique, mais plutôt évaluer la qualité de vie des habitants et d'autres indicateurs qu'on pourrait dire plus humains. Puis ça vient en lien avec ce que Mme Martin Phipps disait, comme la priorité, c'est qu'il y a vivre dans un environnement sain est une priorité pour la jeunesse et c'est assez simple comme pour changer, c'est quoi la mesure, comment on calcule les succès, par exemple. Donc, c'est ce changement de perspective et amener cette justice dans toutes les solutions qu'on amène. Merci beaucoup, Natalia. Alors, le temps file. Je vais vous lancer cette question et j'ai très hâte d'entendre vos réponses. Dans 10 ans, où en serons-nous? Considérant le portrait que Jean nous a dressé, considérant les enjeux de cohabitation, des priorités de la jeunesse et des populations à travers la planète, où en serons-nous dans ces négociations-là qui parfois prennent du temps? Bref, dans 10 ans, où en serons-nous? Et je vais recommencer avec Natalia. Je vais faire le tour de l'écran dans l'autre sens. Donc, Natalia, où en serons-nous dans 10 ans? Je dirais qu'en 10 ans, j'ai beaucoup d'espoir. Puis je vois aussi que la jeunesse, du moins au Québec, il y a beaucoup d'espoir. Comme on voit, les rapports de GIEC peut être un peu décourageant et tout, mais ça nous dit qu'on a encore la capacité de réagir et que si on continue à se mobiliser ensemble, on pourra changer comment les choses se voient, puis avoir des perspectives qui changent. Et je ne vois pas nécessairement, par exemple, l'espoir dans les COP. Par exemple, j'ai assisté à la COP 25, j'ai suivi aussi les négociations de la COP 26, et je trouve que les changements se font, c'est vraiment des petits pas, et en ce moment, on n'a pas besoin des changements des petits pas, mais plus des changements au niveau du système. Mais j'ai encore l'espoir que comme on a aussi tout pu changer, par exemple, avec la pandémie, et on a un peu changé comme nos modèles, la différente manière dont on aborde les différentes crises, si on est capable de mobiliser plus les gens, voir aussi la perception du risque, comme de voir que c'est vraiment quelque chose qui arrive bientôt et qu'on a un pouvoir d'agir, j'ai beaucoup d'espoir qu'on pourrait faire ces changements. Donc, ce que je verrais dans 10 ans, c'est une société qui se mobilise encore plus, une société qui n'a plus recours aux hydrocarbures. Puis je célèbre, par exemple, le projet de loi 21 au Québec qui veut cesser ça. Et je pense que ça, c'est une piste de solution pour la francophonie en général et comme pour lequel le Québec prenne un leadership pour qu'on aille vers ces pistes de solutions. Donc, dans 10 ans, je vois beaucoup moins de dépendance aux hydrocarbures, puis qu'on s'enligne vers la bonne voie comme l'indique le GIEC. Natalia, ça fait du bien une touche d'espoir dans ces constats plutôt lugubres. Alexandre, de votre côté, où en serons-nous dans 10 ans? Oh, votre micro est éteint, Alexandre. Je ne serai pas aussi optimiste que Natalia, même si je le voudrais. Mais dans 10 ans, si nous n'arrivons pas actuellement à faire germer dans l'esprit des jeunes une conscience écologique qui pourra déconstruire le mythe du progrès et de la technique, si on n'arrive pas à replacer l'homme dans son environnement qui est naturel, dans 10 ans, j'ai bien peur qu'on soit dans une dystopie très effrayante, surtout pour les pays d'Afrique qui veulent coûte que coûte et se développer et parfois en sacrifiant l'environnement à l'autel du capitalisme. Moi, d'ici 2 ans, mon pays, le Sénégal, sera un producteur de pétrole et
ce pays-là, il est en train de changer, en fait. Partout dans les grandes régions, il y a de grosses infrastructures qui sortent de terre. On pense tous à moderniser ce pays, mais cette modernité, malheureusement, ne fait que copier un modèle de développement occidental qui a montré ses limites. Donc, je ne suis pas si optimiste que ça pour la prochaine décennie. D'accord. Peut-être qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans et on verra où on en est. Je l'espère. Cécile, où en serons-nous dans 10 ans? Je suis un peu entre les deux. Je pense peut-être que je suis plus très jeune parce que il y a 10 ans, je vous aurais dit que j'étais pleine d'optimisme. 10 ans plus tard, je suis un petit peu plus réaliste, mais j'ai aussi 3 petits-enfants. Et quand je les vois revenir de l'école où ils ont reçu une éducation justement à l'environnement et qu'ils m'encouragent en tout cas sur le recyclage, éteindre les lumières, des choses qu'on fait naturellement pratiquement, mais quand je vois qu'ils en sont déjà conscients alors qu'ils ont 6, 4 et 2 ans, je me dis qu'en tout cas, voilà, il y a une lueur d'espoir. Là où ça m'interroge, et c'est là où la francophonie et plus largement en fait tous les acteurs ont quelque chose à faire, c'est comment cette éducation à un développement autre, comme ce que proposait Alexandre, peut atteindre aussi tous ces enfants qui ont d'autres réalités et qui voilà, comment faire en sorte que cette éducation leur promette un avenir qui soit à la fois un environnement sain, mais un environnement dans lequel aussi ils puissent vivre, se développer, innover, avoir un avenir. Et je pense que là, je vous rejoins tous les deux, et je rejoins aussi ce que disait Jean. Notre avenir, à mon avis, c'est effectivement de réapprendre à vivre en harmonie avec notre biodiversité, avec notre écosystème, qu'on ralentisse notre rythme. Je pense que si dans 10 ans, mes enfants adolescents ne sont pas des accros de TikTok, d'Insta et de je ne sais quoi qui va se développer, de la fast fashion, de la fast food, ben, je crois qu'on aura gagné. Et j'espère que nos pays francophones seront dans la même posture, qu'on cesse justement cette course effrénée au fast je ne sais quoi, qui va dans le mur, clairement. Et je pense qu'on peut aller vers tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'acception de vous êtes décroissant si vous n'avez pas un téléphone greffé à votre main n'est plus acceptable. Je pense qu'il y a maintenant d'autres solutions. On n'est pas forcément des hippies si on porte du coton équitable. Donc il y a d'autres voies, il y a d'autres solutions. À nous de faire en sorte que ça devienne une réalité. Merci beaucoup, Cécile. Et Jean, dans 10 ans, où en serons-nous? Ben, je vous parlerai pas de moi où je serai dans 10 ans, évidemment, puisque vous pourrez m'inviter dans ma chaise roulante là, pour vous raconter mes vieilles histoires, peut-être. Mais bon, dans 10 ans, Natalia sera ministre de l'Environnement du gouvernement du Québec. Alexandre sera peut-être premier ministre du Sénégal. Et non, mais plus sérieusement, je sens quand même un vent de changement qui souffle en ce moment. Est-ce que la rafale sera suffisamment forte pour amener un changement sociétal? C'est la plus grande question. Je pense que si on n'est pas en mesure de développer notre concept de citoyen du monde davantage, nous ne réussirons pas. Et donc, c'est à nous. Et comme le disait Alexandre, c'est maintenant. Si on ne le fait pas maintenant, ce sera extrêmement difficile. Plus on attend, plus ce sera difficile. Je me suis beaucoup posé cette question dans mon dernier livre en me disant, est-ce que j'ai le droit d'être pessimiste? J'ai pas le droit d'abandonner, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas, je ne veux pas. Et il faut maintenant, comme je le disais, faire plus de place aux jeunes. Il faut que les valeurs nouvelles viennent remplacer nos vieux réflexes économiques. Et ça c'est vraiment la base de la base du changement. C'est pour ça que quand Cécile parle
d'embarquer tout le monde, y compris l'industrie, les compagnies. Ça fait partie de la solution, avec toutes les réserves que j'ai pu émettre là, hein, sur l'éco-blanchiment et tout ça. Mais si on ne prend pas ce problème, tout le monde ensemble, de front, avec une approche de justice sociale, ça va être extrêmement difficile. En même temps, peut-être pour vous donner une petite note d'espoir, si je me rappelle des valeurs environnementales qui ont jalonné toute mon enfance et nos comportements quand j'étais jeune, et que je compare ça avec ce que les jeunes font aujourd'hui, si je répétais ce qu'on faisait quand j'avais 5, 6, 10 ans, il n'y a pas un jeune qui accepterait ça aujourd'hui. Donc, il y a une évolution. Notre plus grand défi, évidemment, c'est le temps. C'est ce temps qui passe devant la menace qui s'active à vitesse grand V. Mais gardons espoir et surtout, dites-vous qu'on n'a juste pas le droit d'abandonner. Merci beaucoup pour ce beau regard qui nous projette vraiment dans 10 ans et qui trace un chemin, celui, dans le fond, de l'implication, celui de ne pas abandonner, celui de continuer à communiquer, à dialoguer et à avoir un regard vraiment 360 pour ne pas laisser d'angle mort qui pourrait nous rattraper alors qu'on est déjà à travailler à faire des changements profonds. En rafale, quelques questions du public. Et qui vont dans cette lignée-là, vous allez voir comment mieux sensibiliser les populations aux urgences climatiques, comment les convaincre de vraiment faire le saut, de s'impliquer. Des réponses toutes courtes qui lèvent la main. Il faut que les jeunes répondent à ça. C'est eux qui ont la solution. Alors, Natalia et Alexandre. Ben, moi, je pourrais dire que dans nos recherches qu'on a fait, parce que je travaille en santé, donc j'aime bien faire les liens avec les enjeux de santé. On voit que plus que la personne perçoit une menace accrue pour elle ou pour sa famille proche, plus que la personne va se mobiliser. Donc, on a constaté, par exemple, que par les biais de la santé, c'est quand même une bonne voie de mobilisation des personnes pour voir comment les effets de l'urgence climatique ont un impact direct sur notre santé et que finalement, c'est sur nous-mêmes. Donc, ce n'est plus un enjeu qui nous concerne comme c'est flou, parce que des fois, c'est ça qui est difficile de prévoir aussi ce niveau de risque qui est comme un peu loin. Mais quand on le voit vraiment pour nous, pour les personnes qu'on aime, c'est plus facile à se mobiliser, à dire il faut que je prenne l'action. J'aime beaucoup ça parce que tu ramènes, Natalia, le concept de santé publique et je pense qu'on va faire des gains quand les gens vont vraiment relier. Et s'il y a un point positif avec la pandémie, c'est peut-être ça. Là. On a compris qu'il y avait un lien entre les zoonoses et la santé publique. Et je rajouterais peut-être changer l'espèce de concept de communication aussi. La lutte au changement climatique, c'est quelque chose de négatif. On se bat contre quelque chose qui est intangible. Se battre pour la nature, c'est à la fois lutter contre les changements climatiques et protéger ce que l'on aime. Et on a tous ce réflexe de vouloir protéger ce que l'on aime. Donc, je pense que la nature devra faire partie de plus en plus des messages de communication. Très intéressant comme angle. Alexandre, rapide complément sur comment mobiliser, comment mieux mobiliser. La mobilisation, elle se fait déjà dans certaines zones où les communautés sont fortement impactées. Après, ce qu'il faut faire, c'est davantage amplifier les voix de ces communautés-là. Malheureusement, ces communautés ne sont pas audibles, surtout dans le débat international. Lorsqu'il y a des grandes conférences, c'est les officiels qui y vont en costume cravate et ces populations-là ne sont pas audibles lors de ces joutes-là. Et nous, à travers nos petites initiatives, c'est ce qu'on tente de faire, surtout en se servant des outils que nous offre le numérique aujourd'hui. On essaie de former les communautés les plus impactées à utiliser ces outils-là pour davantage se faire entendre. Parfait. Alors, avoir une voix audible et être entendu. Merveilleux. Rapidement, une question qui a été posée, c'est comment accéder aux ressources pour implanter les technologies durables prometteuses? Et là, j'ai envie de me tourner vers les deux personnes qui sont au sein des institutions. Donc, Cécile et Jean, comment on fait pour accéder aux ressources pour réussir à implanter des technologies durables et prometteuses? Je crois que c'est ce qu'on a essayé de présenter avec Jean.
le Québec, l'IFDD, à nos échelles respectives, on fait partie de, voilà, des institutions qui essayent de promouvoir des outils, des formations et les rendre accessibles à tous, et notamment aux jeunes, de façon à favoriser l'emploi vert, l'entrepreneuriat, à donner accès à des formations. C'est du concret. C'est vraiment du concret. On n'est pas des grandes banques qui vont donner 300 millions à je ne sais qui. On est à plus petite échelle, à toucher des gens du quotidien qui pourraient être nos familles globalement. Et c'est outiller en fait les gens, c'est vraiment leur fournir ce dont ils ont besoin pour être capables ensuite de développer leur propre projet et d'aller plus loin. Tout à fait. Jean? Transfert de connaissances essentiel, évidemment avec les moyens qui viennent avec, parce que, vous savez, c'est une question d'énergie. Si vous voulez de l'énergie et qu'on vous dit c'est important d'aller vers des nouvelles énergies propres, bien évidemment, ça coûte cher et donc il faut les accompagner là-dedans. Mais transfert de connaissances extrêmement important dans ce processus. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant M. Jean-Stéphane Bernard, qui est le président directeur général de Logic, à se joindre à nous pour le mot de clôture. M. Bernard, êtes-vous là? Oui, je suis là. Oui, parfait. Voilà. Alors, la parole est à vous pour le mot de clôture. OK, je vais juste faire ça. OK. Mais écoutez, bonjour. Premièrement, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Notre activité touche à sa fin. J'aimerais remercier tous les intervenants ayant œuvré à la réalisation de cette activité. Tout d'abord, Mme Cécile Martin-Phipps de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, M. Jean Lemire, émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques. D'ailleurs, Jean, c'est un de mes bons coups comme sous-ministre au niveau des embauches. Madame Zoé Durtest-Erka, secrétaire générale de la Francophonie sans frontières, Madame Natalia Torres-Orozco, chargée de projet à l'Université de Sherbrooke, Monsieur Alexandre Gubert-Lett, journaliste et fondateur de Teranga Lab, Madame Sophie Amel Dufour, co-coordonnatrice de l'équipe Québec et réalisatrice de Radio Francophonie sans frontières, pour l'excellente modération, je dois dire, ainsi que mes collaboratrices, Mme Caroline Bénard et Mme Tienne Voudot. Merci aussi à tous les participants qui se sont connectés et qui ont participé au débat autour de l'urgence climatique dans l'espace francophone. C'était vraiment, je dois le dire, là, super intéressant. Cet événement était l'occasion de mettre en lumière les acteurs de l'espace francophone qui contribuent, je dirais avec beaucoup de dynamisme et de conviction, à la lutte au changement climatique, de réaliser aussi un état des lieux nord-sud, et d'aborder les priorités et les intérêts des États francophones tout en mettant l'emphase sur le rôle des organisations de la société civile. Je dirais la grande urgence d'agir est manifeste et j'espère vraiment que ce vent de changement dont Jean a fait allusion ira en s'accentuant. Nous sommes vraiment très heureux que cette activité ait pu voir le jour grâce à notre collaboration avec Francophonie sans frontières. Je félicite à nouveau Sophie et tous ses collègues pour tout ce qu'ils font et qui contribuent au positionnement favorable de Francophonie sans frontières. Un petit mot en terminant sur Logic, l'organisation dont je suis le dirigeant. Par ses programmes et plus spécifiquement par son initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques, Logic souhaite renforcer les capacités des jeunes du Québec et de l'Afrique du Nord, subsaharienne et des Antilles en entrepreneuriat et économie verte en vue de permettre l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et aussi de contribuer à l'éducation et la sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques. Logic, c'est plus de 5300 Québécois âgés de 18 à 35 ans qui ont été soutenus et accompagnés en 2019-2020. Parmi ceux-ci, plus de 4600 se sont rendus à l'international dans près de 100 pays. Logic, c'est aussi plus de 3000 participants francophones accueillis au Québec sur la même période. Depuis 54 ans, Logic continue d'agir maintenant pour mieux préparer demain. Je pense que c'est en lien aussi avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, je vous invite tous à prendre connaissance de nos programmes et à ne pas hésiter à communiquer avec nous pour réaliser des projets qui pourraient être d'intérêt pour vous. Donc, encore une fois, félicitations pour l'organisation de l'activité d'aujourd'hui. Félicitations pour la tenue d'un si bel événement. Puis, je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Merci beaucoup, M. Bernard. C'est toujours un plaisir de collaborer avec les gens de Logic, vraiment. Alors, à mon tour de conclure avec des remerciements.
Je tiens donc à remercier nos 4 conférenciers, Mme Cécile Martin-Phipps, Jean Lemire, Mme Natalia Torres-Orozco et M. Alexandre Guibert-Letté. Je tiens également à remercier Zoé Durtès-Ercac, secrétaire générale de Francophonie sans frontières pour le mot d'ouverture, M. Jean-Stéphane Bernard, président directeur général de Logique pour le mot de clôture. Je tiens également à vous remercier tous ceux qui sont restés en ligne. Je sais que du côté du Québec, c'est l'après-midi de travail qui commence, alors merci d'être restés jusqu'à la fin. C'est vraiment très apprécié. Je tiens à remercier donc les 3 organisations qui ont rendu possible la tenue de cet événement-là, c'est-à-dire donc Logique, l'IFDD ainsi que le ministère des Relations internationales de la francophonie du gouvernement du Québec. Dans les coulisses, parce que ça ne se fait pas tout seul, ce type d'événement-là, je tiens à remercier Mme Caroline Bénard, vraiment de Logique, dont l'aide a été très précieuse, Mme Nicole Chouinard du côté de l'IFDD et du côté de l'équipe de M. Lemire, Marie David, ainsi que Juliane Bossé. Aujourd'hui, à la technique, Romain Crouton, également du côté de la France, qui nous a donné un bon coup de pouce sur la promo Renan Dumas-Labbé, oui, c'est bien ça. Et vous me permettrez un petit merci particulier à Guillaume Lefebvre, qui est le directeur général de l'ICFAM, qui est l'Université du Crédit agricole en France, avec qui l'idée de cette conférence-là est née lors de mon passage en France au mois de novembre dernier. Et donc, je salue Guillaume, qui n'était peut-être pas avec nous, mais assurément, il était là dans mes pensées. Pour connaître les calendriers des activités, Francophonie sans frontières, Logique, suivez-nous sur nos différents médias sociaux. J'espère que ce n'est qu'à la prochaine, qu'on vous retrouvera dans nos prochaines activités. Et sur cette note d'espoir, parce que c'est quand même ce que je retiens du mot de la fin de nos panélistes, donnons-nous rendez-vous avant les 10 prochaines années. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Pour ce qui est des panélistes et également de Zoé et M. Bernard, rendez-vous dans la loge virtuelle à tout de suite. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci.